Bonjour à tous, je suis Aurélie Maquignot, je suis la secrétaire générale de l'AIUS et je vous souhaite la bienvenue au ce premier webinaire de l'AIUS. Je tiens à remercier tout particulièrement l'ensemble des membres du CA pour l'organisation de ce premier webinaire. L'AIUS souhaite tout particulièrement rester en lien avec l'ensemble de ses membres et toutes les personnes concernées par la sexologie et la santé sexuelle. Nous allons donc tenter de vous proposer régulièrement des rendez-vous comme ce soir, des petits rendez-vous qui vont nous permettre de faire le point sur l'actualité de notre association et sur ce qui peut se passer sur la sexologie ou en santé sexuelle. Comme je vous le disais, tous les membres de l'AIUS et tous les membres du CA, en tout cas, vous êtes présents ce soir et je tiens à vous en remercier. Nous avons plus de 200 inscrits pour ce soir et c'est un véritable succès. Je tiens également à remercier tout particulièrement notre président, Pierre Bandil, qui va prendre la parole dans quelques instants. Je vais d'ores et déjà lui donner la parole, si j'arrive. Voilà, Pierre arrive. Bonsoir Pierre. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Alors, cette soirée va s'organiser autour de 3 temps. La première sera donc la présentation de notre président, puis on vous fera part de tout le travail qui a pu être fait sur le site internet de l'AIUS pour vous proposer également de prendre la main sur votre compte. Et enfin, nous aurons l'honneur d'accueillir André Cormand, Béatrice Cusin et Gilbert Boujaoudé qui nous présenteront donc leur expérience sur la téléconsultation. Vous avez en bas de votre écran un petit logo où vous avez écrit « Converser », ce qui nous permettra d'échanger tout au long de ce webinaire. Effectivement, vu qu'on est très nombreux, on ne peut pas activer les vidéos de tout le monde, mais par contre, vous avez la possibilité dans cette option-là de pouvoir poser des questions tout au long de nos interventions et nous essaierons avec Cécile Miel qui va animer également ce webinaire avec moi. On essaiera à la fin de reprendre l'ensemble de vos questions et de pouvoir vous répondre. Pierre, je vous laisse la parole. Voilà, merci. Bonsoir à tous, chers membres de l'AIUS et chers collègues et amis intéressés par la sexologie. Merci tout d'abord de participer à ce premier webinaire de l'AIUS. Malgré la pandémie du Covid, les outils de télétransmission ont permis au CA de se réunir plusieurs fois par mois depuis juillet pour travailler en non présentiel. Tout d'abord, voici des nouvelles de nos congrès. Vous savez que Sexogine a dû être annulé en raison du confinement. Néanmoins, un DPC sur les violences sexuelles a pu avoir lieu en vidéo réunion. Avec nos partenaires Gynéco Marseille, nous sommes en train de travailler sur un mini-congrès avec 3 webinaires qui reprendront les thématiques du congrès. Le congrès Paris Santé Femmes, prévu en janvier 2021 à Paris où l'AIUS intervient, se tiendra totalement en numérique. Vous aurez très rapidement des informations complémentaires. Enfin, malheureusement, la Covid nous a contraints à repousser les journées francophones de sexologie et de santé sexuelle de Nantes à la date du 1er, 2 et 3 juillet, juste avant les vacances d'été. Le programme initial est maintenu. Vous aurez très prochainement des nouvelles plus précises. Je vais maintenant aborder les 2 axes stratégiques principaux retenus par le conseil d'administration. Renforcer l'AIUS comme association scientifique référente dans le domaine de la sexologie et lutter contre les inégalités de soins qui sont très fortes dans le domaine de la santé sexuelle et de ses troubles, notamment pour les femmes. Ces 2 axes de travail passent obligatoirement par plusieurs axes d'action qui sont un renforcement de nos actions de sensibilisation auprès des professionnels de santé et des tutelles, une stratégie de formation continue, notamment pour nos jeunes sexologues. Notre dernier CA a ainsi décidé de développer l'enseignement post-universitaire pour faciliter l'intégration des jeunes diplômés dans la pratique clinique quotidienne. Cette mission fait d'ailleurs partie des obligations de l'AIUS, comme l'indique notre nom. Elle est d'autant plus importante que nous savons tous combien nombreux sont ceux qui n'osent pas se lancer dans l'exercice de la sexologie devant les difficultés pratiques.
Nous y travaillons en partenariat avec le Collège national des enseignements de sexologie. Merci de nous faire part de vos suggestions, besoins, souhaits et propositions. Ça passe aussi par une meilleure visibilité de l'offre de soins sexologiques, d'où l'importance de l'annuaire, nous en reparlerons, et des partenariats avec les autres sociétés savantes nationales et internationales, notamment avec le Maghreb. Ça passe par une meilleure prise en charge de nos actions par les tutelles, qui bénéficiera aussi à nos patients, et enfin, par une reconnaissance de la singularité de l'utilité clinique de la sexologie. Dans ce but, un groupe de travail éthique et clinique va être créé. Il abordera l'approche holistique clinicienne, humaniste et scientifique, centrée sur la personne et son environnement. Nous sommes également dans l'attente de vos suggestions et candidatures. Comme annoncé dans notre précédent newsletter, nous avions prévu de faire régulièrement des webinaires dès la rentrée, mais 2 chantiers non prévus à l'agenda du conseil d'administration se sont imposés à nous. Un changement de webmaster qui nous a conduit à moderniser et actualiser le site internet aius.fr. J'en profite pour remercier vivement nos référents internet, Cécile Miel et tout particulièrement Arnaud Zeller et André Lezel pour leur énorme travail et leur réactivité. Ils vous montreront les changements et les nouvelles potentialités pour faciliter l'interactivité entre tous les membres, ainsi que les modalités de cotisation à l'AIUS, à la revue Sexologie et à l'ESSM dont nous sommes membres. Et point important, l'actualisation de notre annuaire trouverunsexologue.fr, déjà mise en place par les précédentes équipes. En intégrant dans une déclinaison géographique et par compétences cliniques ou autres, André Lezer vous en parlera juste après mon introduction. L'autre chantier imprévu, ça a été de répondre à un appel d'offres national de la formation continue de l'Association nationale hospitalière pour tous les professionnels sur le thème de la santé sexuelle dans une approche pluriprofessionnelle, améliorer la visibilité de nos membres sexologues titulaires présents dans les différents territoires de santé auprès du monde hospitalier et institutionnel, nous est apparu à l'évidence comme une priorité pour mieux positionner l'AIUS dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle. Nous avons été retenus dans la sélection finale et nous attendons la décision. Avec l'ensemble du CA, j'insiste sur le rôle de l'annuaire de l'AIUS, trouverunsexologue.fr, qui en termes administratifs pour la HAS et la DGOS représente ce qu'on appelle un registre opérationnel des ressources mises à disposition des différents professionnels de santé, des institutions et du grand public. Chacun doit comprendre qu'en 2021, cet outil est devenu incontournable pour répondre efficacement aux différents besoins de santé, tout particulièrement ceux des professionnels de santé et des patients. Il s'inscrit dans la correction nécessaire des inégalités d'accès aux soins. En favorisant la visibilité de l'offre sexologie, cet annuaire permet de mieux l'intégrer dans les parcours de soins des 17 millions de Français atteints de maladies chroniques, ainsi que dans les thématiques des violences sexuelles, de l'éducation et de la promotion à la santé sexuelle. L'AIUS doit apparaître désormais et apparaît désormais comme une force de proposition, une association incontournable dans le cadre de la stratégie nationale de santé sexuelle. Notre statut reconnu de société savante référente dans le domaine de la sexologie et de la santé sexuelle est une force, comme vient de l'illustrer l'intégration officielle de l'AIUS dans le nouveau comité de pilotage de la stratégie nationale. Notre représentante Rosa Carbaleda a d'ailleurs été moteur pour la mise en place de 2 fiches prioritaires pour les maladies chroniques et pour les violences sexuelles. Toujours dans notre volonté d'une visibilité accrue, l'AIUS a été partenaire du référentiel APSO5K sur la préservation de la sexualité chez les malades atteints de cancer. Ce référentiel va être publié en début d'année, ce qui nous a conduit à prioriser pour 2021 la thématique de la place du sexologue dans le parcours de soins chez les malades atteints de cancer. L'objectif est d'en faire un référentiel AIUS qui sera bien sûr applicable aux maladies chroniques et dans deuxième temps, ce référentiel devra être transposé ensuite au thème de violence sexuelle, d'éducation à la sexualité et de promotion à la santé sexuelle positive. Pour montrer si besoin était notre implication dans la modernité et d'un sujet de pratique quotidienne, le CA a choisi comme premier thème de webinaire très actuel la téléconsultation. Et pour conclure, je vous rappelle l'objectif déclaré lors de la création de l'AIUS en 1987, rassembler au sein d'un même esprit et d'une même action universitaires et praticiens, médecins et non-médecins, enseignants et enseignés, unis par le même souci d'éthique, de pratique clinique, de recherche et de transmission d'un savoir,
cette définition, cet objectif reste toujours d'actualité 37 ans après, car elle illustre toute la légitimité et l'originalité de l'EIUS, qui est une spécialité transdisciplinaire et multidisciplinaire. Merci à tous pour votre attention. Bon webinaire et je repasse la parole à nos modératrices. Merci beaucoup Pierre, merci de présenter effectivement tous ces défis que le conseil d'administration et l'AIUS se lancent pour 2021. On voit qu'on a beaucoup de choses à monter, à construire ensemble et on compte véritablement sur l'ensemble des membres du CA pour participer à tous ces projets. Je renouvelle mes remerciements auprès de Pierre Bondil qui impulse une vraie dynamique dans notre nouveau conseil d'administration. Et on se réunit très régulièrement et on a vraiment une qualité d'échange que je souhaite souligner. Comme vous le disiez Pierre, un des chantiers, je vais dire, important qu'a dû relever le conseil d'administration, le nouveau conseil d'administration, est de renouveler, remoderniser et continuer à construire le site internet de notre association. En fait, au moment où le conseil d'administration a pris ses fonctions, on se trouvait à un moment donné où le site devait être reconstruit ou en tout cas devait développer sa construction. On est parti fort du travail déjà fait de Pierre-Martin Vauzour et du docteur Bonnier Herbal, que nous remercions chaleureusement d'ailleurs et qui sont probablement là ce soir. Ils avaient déjà énormément travaillé sur le site trouverunsexologue.fr et on a tenté de partir de leur travail pour continuer à le développer. Donc, je vais laisser la parole à André Letzel, membre de notre conseil d'administration, pour qu'il puisse nous présenter ce premier transfert de données qu'on a dû faire entre l'ancien site et le nouveau site. Très bien. Bonsoir à tout à chacun. Merci Pierre, merci Rudy. Donc, depuis le mois de juillet, l'équipe Internet du CA a commencé une mise à jour du site de l'AIUS, mais surtout du site trouverunsexologue.fr, tout comme la gestion de votre espace membre et finalement de l'espace de cotisation des adhérents. Je vais vous présenter dans un premier temps l'annuaire refondé donc, sur la base effectivement de ce qui a été fait par nos prédécesseurs. L'annuaire trouverunsexologue.fr est à la fois un espace pour les membres de l'AIUS, mais également un annuaire des sexologues validé par l'AIUS pour le grand public. Dans l'annuaire, vous pouvez vous déplacer, zoomer dans la carte. Vous pouvez par exemple choisir une région dans la carte et vous voyez s'afficher les professionnels qui sont répertoriés. En dessous de la carte, vous voyez les différentes fiches. Il suffit simplement de cliquer sur la fiche pour faire apparaître les détails. Pour figurer dans cet annuaire, il faut absolument être membre titulaire de l'AIUS. Vous avez au-dessus de la page, vous pouvez effectuer des recherches par nom des familles, du professionnel, par sa spécialité ou ville, par exemple. Donc, si vous souhaitez, par exemple, effectuer des recherches encore plus poussées, alors vous pouvez aller ici sur, vous voyez ça, le cercle rouge, sur recherche avancée. Ici, vous avez des multiples choix de recherche. Il suffit de cocher la case et les résultats s'affichent toujours en bas de la page. Donc, vous voyez ici, il y a une multitude de modules de recherche qui sont possibles pour trouver le professionnel que vous recherchez. Alors, comment apparaître sur ce site trouverunsexologue.fr? Pour figurer dans cet annuaire, il ne faut pas seulement être membre titulaire, mais il faut également avoir coché la case « Apparaître » sur l'annuaire. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants dans votre profil. Alors, pour cela, il faut dans un premier temps, donc toujours sur la page trouverunsexologue.fr, cliquer en haut à droite sur l'onglet « Espace membre ». Ensuite, vous cliquez sur « Mettre à jour votre membre profil » et ensuite, vous avez sur la page qui s'affiche, plus bas dans la page, un espace qui s'appelle « Apparaître sur l'annuaire ». Vous cliquez sur cette double flèche et vous choisissez « Oui ». Comment réinitialiser son mot de passe? Alors, pour ceux d'entre vous qui sont membres de l'AIUS, votre ancien mot de passe n'est plus valable. Si vous n'avez pas encore configuré votre nouvel espace ou si vous avez perdu votre mot de passe, je vais vous montrer comment le récupérer. Sur la page d'accueil de trouverunsexologue.fr, vous allez sur « Espace membre ». Ensuite, sur « Mot de passe perdu ». Ici, vous renseignez donc votre adresse mail. Donc, je suis un peu perdu, désolé. Donc, vous cliquez « Mot de passe perdu », pardon. Donc, ensuite, vous allez renseigner votre adresse mail avec laquelle vous êtes référencé et une fois que ça de fait, vous allez cliquer sur « Continuer » et vous allez recevoir un mail de ce type-là. Regardez bien dans votre spam si parfois ça arrive dans vos spams. Il suffit simplement de cliquer sur « Réinitialiser mon mot de passe » donc dans ce mail-là.
ça va vous mettre sur une nouvelle page où vous pouvez choisir un nouveau mot de passe. Donc, il faut le mettre 2 fois sur les 2 lignes et bien évidemment enregistrer. Alors, comment mettre à jour son profil? Si vous êtes donc membre de l'AIUS, peu importe votre statut, vous pouvez modifier vos informations. À travers de votre compte, chaque professionnel peut indiquer son champ d'action, d'ailleurs, le conseil, l'éducation, le soin, auprès de quel public il travaille, adultes, adolescents, couples, enfants, etc. Et s'il réalise ou non la téléconsultation dont on va entendre tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment s'y prendre. Donc, encore une fois, voyez, espace membre sur la page d'accueil. Ensuite, vous renseignez donc votre adresse mail, votre mot de passe, vous cliquez sur connexion et vous arrivez sur votre profil. Là, je vous invite à relire et à vérifier l'exactitude de vos informations. Si vous devez changer une information, alors je vous invite d'aller sur mettre à jour le profil et vous arrivez maintenant sur le formulaire lui-même. Là, je vous demande vraiment de bien vérifier chaque information qui figure et éventuellement l'adapter. Encore une fois, donc en bas à droite de la page, vous avez donc cette case apparaître sur l'annuaire. Vérifiez bien que, si vous le souhaitez, que la case oui soit cochée. Maintenant, une question très importante pour la vie d'une association, comment cotiser pour 2021? Rien de plus simple, rendez-vous sur la page cotisation.aius.fr, vous l'avez ici à l'écran, ce qui va vous mettre sur cette page-là. Euh, Vous choisissez votre statut. Moi, j'ai déjà tout fait, donc moi, je suis titulaire. Donc, je vous encourage donc, sur chaque page de lire les informations qui sont listées sur cette page et je clique sur «J'adhère» et s'ouvre donc une nouvelle page avec les options. Donc, vous avez donc l'option l'abonnement à la revue sexologique papier plus numérique, la revue sexologique uniquement numérique et puis l'abonnement à la revue Journal of Sexual Medicine et vous cliquez simplement sur «Continuer». Je valide, alors je vérifie encore mes informations qui sont là, c'est les dernières informations. Je clique sur «Continuer» et là, vous avez le choix. Donc, on vous encourage de payer par carte bancaire. Donc, il n'y a rien de plus simple. Alors, pour ceux d'entre vous qui souhaitent adhérer à l'AIUS ou qui souhaitent devenir titulaire, vous devez vous adresser au secrétariat en formulant votre demande à l'adresse qui s'affiche à l'écran, secrétariat@aius.fr. Pour rappel, les titulaires sont des professionnels de santé ayant une formation professionnelle initiale diplômante dans le domaine du soin et une activité professionnelle concernée par le champ de la sexualité humaine, une formation certifiée dans le champ de la sexologie ou de la santé sexuelle. Donc, ils sont médecins, sages-femmes, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers ou infirmières ou encore psychologues certifiés en sexologie, c'est-à-dire ayant validé un DU de sexologie ou d'études de la sexualité humaine ou un équivalent à l'étranger. Si vous avez une activité professionnelle dans le champ de la sexualité humaine, vous pouvez donc faire une demande pour devenir titulaire auprès du secrétariat, donc avec à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et j'arrive à la fin de ma présentation et je vous remercie. Je passe la parole à Aurélie. Merci beaucoup, André. Effectivement, cet annuaire, comme le disait Pierre, c'est un élément très, très important pour l'AIUS et également pour la visibilité de notre profession. Nous avons énormément d'instances, le ministère, la NFH, comme le disait Pierre Bondil, qui font appel à nous aujourd'hui pour essayer de trouver des professionnels formés, des professionnels compétents dans la prise en charge sexologique ou dans le champ de la santé sexuelle. Donc, cet annuaire, c'est une vraie force pour notre association. Donc, toutes les personnes qui ne figurent pas encore dans l'annuaire, n'hésitez pas à aller sur votre compte et à vérifier, la première chose, si vous êtes titulaire. Si vous ne l'êtes pas et que vous répondez à ces critères, n'hésitez pas à nous envoyer au secrétariat de l'AIUS des éléments de votre CV pour qu'on puisse traiter votre demande. Et puis, si vous êtes titulaire, vérifiez bien effectivement que votre profil peut s'afficher. L'annuaire est la partie du site qui est le plus fréquentée par le grand public, par les professionnels. C'est aussi un outil entre nous pour pouvoir orienter de manière éclairée vers des collaborateurs, vers des collègues au plus proche de chez nous ou dans d'autres régions. Donc, cet annuaire est vraiment très, très important. De plus, comme le précisait André, vous avez la possibilité dans cet annuaire de préciser votre champ d'intervention. Alors que ce soit
selon vos spécificités médicales, psychologiques, etc. Mais également si vous faites ou non de la téléconsultation ou de l'accompagnement téléphonique. Cette téléconsultation est plus qu'à l'ordre du jour. Hein. On est depuis ces derniers mois confrontés à des vraies difficultés pour pouvoir recevoir nos patients. Et c'est donc la thématique que nous avons choisie pour ce soir, pour notre premier webinaire, et essayer tous ensemble de réfléchir à comment cette nouvelle modalité de consultation, cette nouvelle modalité de communication peut entrer dans notre clinique. Donc, je vais laisser la parole à André Cormand, qui est médecin sexologue et andrologue, vice-président de notre association et directeur d'enseignement de la faculté de Toulouse. S'en suivra l'exposé de Gilbert Boujaoudé, que nous remercions chaleureusement d'avoir bien voulu participer à cette communication. Et enfin, le docteur Béatrice Cusin, qui est urologue, andrologue et sexologue, membre de notre CA et qui exerce sur Lyon. Alors, je vais partager mon écran et je suis très heureux qu'on se rencontre et que dans ce climat un peu chaleureux qu'on essaye d'avoir tous au moment de la prise de nos fonctions dans le conseil d'administration de la l'AUS. Donc, c'est une vraie bienvenue à tous. Alors, pourquoi la téléconsultation? Alors, c'est marrant parce que c'est un sujet qui est très controversé, qui a été très controversé, peu enseigné comme pratique clinique. Et cette téléconsultation a longtemps été, au fond, mis de côté par les autorités compétentes et les professionnels de santé. Alors, cette nouvelle façon de consulter a vu doucement, très doucement le jour en France, et c'est surtout, comme le rappelait Aurélie, dans cette période particulière qui est l'épidémie de Covid-19, qu'elle apparaît comme un outil qui nous semble extraordinairement utile pour pouvoir continuer notre activité et la développer pour nos patients. Alors, c'est au fond de réfléchir ensemble à mieux appréhender son utilisation en sexologie, dont on va vous parler ce soir. Alors, Gilbert Boujaoudé utilisera son recul pour nous détailler le profil des consultants, ce qui est très intéressant, et Béatrice nous éclairera de sa pratique. Quant à moi, je vais vous raconter une histoire, comme d'habitude, c'est-à-dire mon histoire, comment, au fond, puisqu'on n'a pas de recul, comment, dans l'expérience clinique du sexologue que je suis, est apparue cette téléconsultation. Alors, au fond, je vous fais partager ma réflexion. On est dimanche 15 mars 2020 et me voilà plongé dans une intense réflexion. Ma femme, comme mes filles, m'exhorte à la prudence face à la pandémie, à la veille de mes 70 ans, que je fais le mois prochain. Et je viens d'apprendre que la France va être confinée dans 2 jours. Mon agenda est plein de rendez-vous avec mes patients et patientes pour les semaines qui viennent. Que faire? Fermer mon cabinet? Mes patientes et patients vont être privés de prise en charge et moi de mon activité. Alors, mes pensées, je pense, et mes pensées me rappellent les conversations enflammées que j'avais eues dans d'autres temps. À l'époque, je faisais de la réanimation et du SAMU, avec un de mes maîtres et amis, le professeur Louis Larenque à Toulouse. Il a été le créateur des SAMU en 1968. Vous connaissez tous ce modèle d'urgentisme qui a essaimé dans de nombreux pays à travers le monde. Et dans la fin des années 80, il fut le premier en France à mettre en place dans sa région de Midi-Pyrénées la pratique d'abord de la téléexpertise. Alors la téléexpertise, c'était ce qui permettait, par exemple, dans un petit hôpital rural où il y avait un malade complexe et ça permettait un échange avec, par exemple, un professionnel d'un CHU et ce qui permettait une couverture territoriale sans déplacer les patients. Puis de la téléconsultation. Et là, sur la téléconsultation, on était tous complètement sceptiques autour de lui.
Eh bien, c'est grâce à son action politique, il était député de Toulouse, que la pratique de la télémédecine est inscrite dans la loi à partir du 14 août 2004. Nul doute que lui m'aurait dit, Cormand, téléconsul, dont acte. Alors, dans mes activités de recherche et d'enseignement, je voyais l'explosion de la visio et Zoom devenir un des symboles du confinement, permettant mes échanges avec des amis chercheurs et philosophes, mes cours du DIU et même des ateliers en visio, les webinaires en lieu de nos réunions ou congrès, on y est ce soir, et nos vivantes réunions du CA de la LUS. Alors, ayant toujours eu comme conduite de m'adapter de façon critique aux outils de la modernité plutôt que de les diaboliser dans une pensée nostalgique, la téléconsultation m'apparaissait clairement comme la solution à proposer à mes patients et patientes dans cette période inédite. Mais soyons francs, ma pratique clinique de la téléconsultation était jusqu'à ce jour anecdotique. Seuls quelques entretiens avec des patients et patientes en migration professionnelle, mais avec lesquels le lien thérapeutique s'était déjà effectué de façon classique en présentiel. J'ai mis en place alors une double pratique de la téléconsultation depuis le 20 mars 2020 à travers deux vecteurs. Une plateforme de médecine sexuelle déjà construite et une invitation à la visioconsultation à l'intégralité de ma propre patientèle. Je suis en secteur 3, à la place du report. Autrement dit, ils avaient le choix entre faire des visios ou reporter, s'inédier les rendez-vous. Je voudrais ici simplement tirer quelques enseignements sur cette intégration de la téléconsultation dans la pratique clinique du sexologue. Je vais faire quelques constats de cette expérience brève, puisque vous le voyez, il ne s'agit que de quelques mois, et sur ma patientèle comme sur la plateforme. Alors, acceptation, recrutement, compliance. Dans ma patientèle, au fond, ils avaient le choix donc entre visio ou report, et on remarque assez clairement que dans le premier confinement, alors le premier confinement, tout le monde se disait c'est une parenthèse brève, mais après, on va en sortir. Et là, l'acceptation de la visio était très inférieure à la demande de report. Dans le deuxième confinement, où là, la parenthèse est hypothétique et surtout le télétravail s'est énormément développé, et là, l'acceptation de la visio est très nettement majoritaire. Pour dire, sur les derniers mois, j'avais même des patients qui voulaient continuer en visio, alors même que j'avais repris mon activité au cabinet. Le recrutement, au fond, ça s'adapte extrêmement bien à une patientèle habituée au télétravail et maniant facilement les outils informatiques, ce qui, dans ma clientèle, ayant beaucoup de gens, par exemple, des cadres d'Airbus ou autres, ça marchait très bien, et à une patientèle jeune habituée aux relations virtuelles au quotidien. C'est beaucoup plus difficile, moi qui suis qui ai une clientèle aussi rurale et âgée, là, c'est plus complexe. Ils sont un peu effrayés au départ et ils préféraient souvent reporter. Je vous l'ai dit, quand le choix présentiel visio est proposé, beaucoup maintiennent la visio. Alors, sur la plateforme, c'est une expérience différente, puisque là, ce n'est pas ma patientèle, ce sont des patients essentiellement masculins. On va retrouver, et c'est intéressant de se rendre compte qu'on le dit dans des congrès depuis des années, mais ça reste toujours une honte et une difficulté pour beaucoup de gens d'aller consulter un sexologue, on les retrouve. Ce sont des patients qui ont un éloignement géographique de tout sexologue. Ce sont des patients se fournissant, ça c'est un truc qui m'est apparu très intéressant, directement sur le web en médicaments, par exemple, de contrefaçon, on en parle souvent, mais là on se rend compte que c'est un vrai phénomène. Et enfin, ce sont des patients recherchant une prestation plus économique. Gilbert en parlera mieux tout à l'heure,
mais c'est intéressant. Alors, la compliance est étonnante. Répondre aux consultations de suivi avec un très bon retour. La récupération, alors c'est très marrant, par exemple, les gens qui étaient sur la plateforme et qui étaient de ma région géographique, beaucoup ont pris rendez-vous après avec moi directement. Alors, les atouts et les manques. Alors, dans ma patientèle, je dirais que ce qui m'est apparu extrêmement intéressant, vous savez que j'avais fait une communication aux assises sur le temps, la temporalité, c'est la souplesse des rendez-vous. Il y a beaucoup de difficultés à prendre un rendez-vous de couple. Là, c'est beaucoup plus simple qu'en présentiel et on peut prendre, par exemple, plus facilement des rendez-vous tardifs chez soi en téléconsultation qu'avec des heures très tardives au cabinet. Les consultations, elles sont finalement plus courtes car on rentre très vite dans une attitude clinique, dans une anamnèse extrêmement précise et c'est marrant, alors que la mise à l'aise est très longue, souvent en présentiel. Là, ça se fait de façon assez naturelle, comme si le travail s'était fait avant la prise du rendez-vous. C'est énormément adapté à tout ce qu'on fait en pédagogie, et Dieu sait si la consultation de sexologie doit être pédagogique, partage de documents, schémas, slides. On a, pour les enseignants, par exemple, du DIU, on s'est habitué à cette formulation, c'est la même chose. Rédaction, alors ça, moi, ça m'a amené à rédiger à tous les gens que je voyais en téléconsultation un petit compte rendu avec rigueur, positionnement de la prise en charge, examen complémentaire, conseils, exercices, lecture proposée, tout est extrêmement possible. Alors les manques, évidemment, c'est la difficulté des silences, alors que le silence est souvent un moment important dans nos consultations et dans nos thérapies. Le non-verbal, c'est beaucoup plus complexe. L'absence d'examen clinique, bien sûr. Donc, Béatrice en dira deux mots tout à l'heure dans vraiment la législation de la téléconsultation, de la télémédecine. Alors, on parle ici de médecine. Il faut qu'il y ait eu un examen clinique préalable avant l'utilisation de la téléconsultation. Alors, moi, et c'est un travail qu'il faudra qu'on fasse, il y a certaines sexothérapies qu'il faudra remodéliser, réadapter à ce support. C'est un travail passionnant et c'est un travail auquel l'AIUS pourra travailler. Les atouts dans la plateforme, c'est pareil, le temps et la temporalité, ce sont des consultations de 15 minutes. Donc, ça a permis, ça m'a appris à travailler peut-être plus efficacement et plus vite dans le screening d'un patient, par exemple. L'anamnèse, c'est d'autant plus rapide que les gens ont déjà rempli un pré-questionnaire, ce qui fait que vous le consultez avant et on a un peu une idée quand même de ce qui s'est passé. Alors moi, grand plaisir, ça m'a permis de revoir une clientèle naïve qui n'a pas encore été traitée ou maltraitée, pourrait-on dire souvent. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir cette expérience neuve de population naïve. Ça va permettre d'emblée une prise en charge par un praticien sexologue. Alors les manques, c'est quand même essentiellement pour l'instant des hommes. Et les indications et le format sont surtout adaptés pour l'instant à la médecine sexuelle plus qu'à la sexologie. Alors les conclusions et perspectives, je pense que la période inédite que nous traversons a développé le télétravail qui constitue un facilitateur à mes yeux de la téléconsultation. Elle nous donne la capacité à intégrer de nouvelles stratégies d'exercice pour les sexologues. Création d'un cabinet virtuel, je l'ai fait, moi, vous y êtes, je vous y convie ce soir dans mon cabinet virtuel. Meilleure couverture géographique, mieux cibler ses indications et travailler sur des prises en charge mixtes, c'est ce que je suis en train de mettre au point, c'est-à-dire où je vais voir en présentiel ce qui ne peut être fait qu'en présentiel et gérer en téléconsultation le reste. Et on pourra mieux serrer avec le temps leurs indications respectives. Elle me semble aussi, cette téléconsultation, un formidable outil en enseignement post-universitaire. Nous, les enseignants, nous savons combien les étudiants demandent d'assister à des consultations. Ça n'est pas toujours facile. Et là, ça permet. Alors, il reste à soutenir.
et développer évidemment des programmes de recherche intéressant le domaine de la téléconsultation en sexologie et réinventer dans cet objectif certaines de nos prises en charge. Et je laisse ma conclusion à mon maître, le professeur Louis Larrain, qui a disparu aujourd'hui, mais dont je garde un grand souvenir. La téléconsultation est un nouveau paradigme de la pratique clinique. Elle est rendue possible depuis l'apparition des nouvelles technologies. Pour être efficace, il faut voir au loin et pas seulement le jour même. Ceci dit, ceux qui veulent dormir peuvent rester dormir. Voilà, je vous remercie et je redonne la parole à Aurélie. Merci beaucoup, André. Nous allons maintenant donner la parole au docteur Gilbert Boujaoudé. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie de l'invitation et je suis ravi de pouvoir partager avec vous une partie de mon expérience, notre expérience en téléconsultation depuis 1 an et demi maintenant. Je ne serai sûrement pas aussi poétique qu'André Cormand et que je remercie pour sa présentation. Et je vais surtout vous présenter le profil des patients qu'on a tout d'abord sur les patients. Là, je précise, je vais parler pas des patients qu'on suivait déjà dans les cabinets, mais qui ont souhaité d'eux-mêmes consulter sur la plateforme et qui cherchaient donc d'emblée à consulter sur une plateforme pour demander de l'aide. Ce sont surtout des hommes pour le moment. Et je dois avouer qu'au début, c'était la grande inconnue, c'est-à-dire on ne savait absolument pas quel type de patient serait intéressé par cette possibilité de téléconsultation. Et là, avec le recul, avec le grand nombre de téléconsultations qu'on a faites, on a quand même une idée qui devient de plus en plus précise. Et la première chose qui m'a frappé, c'est je pensais qu'on aurait surtout des jeunes patients qui sont, comme disait André tout à l'heure, plutôt habitués à l'utilisation de la technologie, du virtuel, etc. Et finalement, on a été surpris de voir qu'on a des patients de tout âge. La moyenne d'âge des patients qui consultent est de 43 ans, mais avec vraiment des patients qui sont étalés sur toutes les tranches d'âge. Et il y a un autre point qui nous a surpris assez rapidement, et je pense que tous les collègues qui ont eu des patients en téléconsultation sur la plateforme ont été surpris du grand nombre de patients jeunes qui téléconsultent, plus que dans nos cabinets, avec des troubles érectiles, troubles de libido. Un tiers des patients avaient moins de 30 ans. Alors, peut-être que le biais effectivement de la téléconsultation pousse plus de jeunes à consulter par ce moyen-là. Peut-être aussi que le prix de la consultation, qui est plutôt dans la moyenne basse, favorise aussi que ce soit des jeunes qui peuvent consulter, qui n'ont pas forcément les moyens. Mais quand on interroge ces jeunes, ils disent clairement que c'était la difficulté de consulter, c'est-à-dire la difficulté d'aller aborder ce sujet. Et d'ailleurs, ça se confirme. Le chiffre est incroyablement haut sur les patients qui n'avaient jamais consulté. C'est-à-dire, comme vous voyez, que 75% des personnes qui ont pris un rendez-vous ou une téléconsultation pour un problème érectile, éjaculation précoce, libido, manque de plaisir, anorgasmie, etc., donc tous les problèmes sexologiques, j'insiste, donc pour le moment purement masculin, 75% n'avaient jamais consulté jusque-là. En d'autres termes, la majorité des patients qui sont venus en téléconsultation, ce ne sont pas les patients qu'on voyait déjà au cabinet pour leur majorité, c'était plutôt des patients qui étaient soit en errance, et tous les collègues qui ont travaillé sur la téléconsultation vous diront qu'on a tous eu les patients qui nous disent « je pense que je n'aurais jamais consulté » ou en tout cas « je pense que là, à court moyen terme, je n'aurais pas osé consulter ». Alors, quand on leur demande aussi pourquoi vous n'avez jamais consulté jusque-là, attention, ce ne sont pas des troubles sexuels qui sont apparus il y a 1 semaine ou 2. On n'en a quasiment pas eu. C'était une de mes craintes aussi en me disant, bah, tiens, vu que c'est simple de prendre rendez-vous pour une téléconsultation, ça y est, dès que le mec il a une panne érectile ou qu'il a éjaculé une fois un peu trop vite, il va dire, ça y est, je vais prendre rendez-vous. En fait, non, c'était tous des troubles sexuels comme on voit dans nos cabinets, avec un recul de plusieurs mois, même parfois plusieurs années avant de consulter.
Et quand on leur demande, mais pourquoi vous n'avez jamais consulté jusque-là, la réponse la plus courante, c'est « je n'ai pas osé ». Et quand on leur dit « et comment ça se fait là que vous osez consulter », ils disent bah, « le fait que je ne sois pas en face, finalement, ça me facilite la démarche ». Et donc, ce qu'on savait depuis longtemps, depuis des années, que la majorité des hommes qui ont des troubles sexuels ne consultent pas, c'est maintenant devant nous. Et pour la première fois, j'ai l'impression qu'on a enfin accès à cette grande partie de patients qui n'osent pas consulter et qu'on voyait souvent à nos cabinets, comme moi, comme vous, on les voit souvent 5, 10, 15, 20 ans plus tard avec des conséquences qui se sont accumulées sur le plan personnel, psychologique, qui sont parfois dramatiques. Donc, les patients, c'est patients de tout âge, mais avec une très grande majorité qui n'avait jamais consulté jusque-là et qui était consciente que c'était difficile pour elles d'aller consulter. Quand on interroge les 25% autres qui disent « j'ai déjà consulté », on se rend compte que c'est des personnes qui ont déjà consulté, mais rarement d'autres sexologues. Ça confirme quand même que la formation et les sexologues en France sont quand même bien formés, puisqu'on a rarement des personnes qui ont consulté d'autres collègues sexologues et qui viennent ensuite sur la plateforme. C'est plutôt des patients qui ont consulté un médecin traitant, qui avaient un suivi urologique ou qui ont demandé au gynécologue de leur partenaire, mais pas spécifiquement sexologique, et qui ont eu des réponses qui leur paraissaient soit hâtives, soit non adaptées, soit qui avaient senti que ben voilà, la prise en charge pour eux ça semblait pas adapté, ou le médecin lui-même ou la personne à qui ils sont adressés n'était pas formé, et ils ont tout de suite compris que c'est pas la spécialité de la personne qu'ils ont consultée. Et on a quelques personnes qui ont déjà consulté, mais qui basculent ensuite sur la téléconsultation pour des raisons purement géographiques. Le dernier que j'ai eu, il m'a dit le médecin sexologue le plus proche de chez moi est à 150 bornes. Et c'est quelque chose qui m'embête. Alors, surtout avec le confinement, faire les trajets, c'était devenu impossible. Donc, finalement, on se rend compte que ce sont des patients qu'on ne voyait pas dans nos cabinets. En tout cas, la majorité, on ne les avait pas. C'est une population complètement différente qui est arrivée sur les plateformes. Une fois de plus, je parle des patients qui sont venus sur la plateforme prendre rendez-vous et non pas des patients qui étaient déjà dans nos cabinets et qui sont venus nous voir, nous, spécifiquement. Et ce qui était intéressant, là aussi, c'était quelque chose complètement imprévu, c'était est-ce que c'est des patients qui vont venir consulter et qui vont demander d'avoir une ordonnance pour un traitement, par exemple, proérectile, un IP2,5 ou autre, et qu'on ne va plus jamais revoir. Et finalement, on se rend compte que la majorité, en fait, c'est comme dans nos patients, dans nos cabinets, c'est plutôt des patients qui sont demandeurs d'un accompagnement, d'un suivi. Comme vous voyez, notre moyenne actuellement, chaque patient fait 2,6 téléconsultations par an sur la plateforme. Bien sûr, il y en a qui en font plus, d'autres qui en font moins. Mais globalement, ce n'est pas des patients qui sont venus chercher comme ça simplement une prescription et repartir. Non, c'est des patients qui sont en demande, mais qui n'osaient pas consulter. Et il y a un autre groupe de patients, mais pour le moment, on a du mal à l'évaluer parce que vous allez comprendre pourquoi c'est très difficile et délicat à évaluer. André en a parlé un tout petit peu. On a énormément de patients qui, dans leur questionnaire pré-consultation, mettent la case « j'ai déjà pris un IP2,5 ou j'ai déjà pris des médicaments autres ». Et quand on leur demande « est-ce que vous avez déjà consulté ?» ils disent non. Et donc, on se demande, mais d'où vous avez eu les médicaments? Et en fait, c'était des personnes qui achetaient sur des sites, souvent c'est des contrefaçons, des produits censés être des produits naturels ou des produits miracles. Et finalement, c'était des personnes qui n'osaient pas consulter et se retourner vers ces solutions faciles pour eux. Et le fait d'avoir des spécialistes en sexologie qui téléconsultent, finalement, ils ont préféré arrêter d'aller sur les sites d'achat de produits divers et de venir plutôt demander l'avis des sexologues. Sauf que c'est très difficile à évaluer. La seule chose que je peux vous dire, et André en a parlé tout à l'heure, c'est que c'est assez frappant. On se rend compte de plus en plus qu'il y a des personnes qui cochent la case « j'ai déjà pris un traitement, mais je n'ai jamais consulté ». Et on se doute bien où est-ce qu'ils ont été chercher ces médicaments. Certains nous le disent, d'autres n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur d'entendre une leçon de morale, ce qu'on ne leur fera pas, mais bon, ils ont peur qu'on leur dise que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait ou des choses comme ça. Passons maintenant au profil des sexologues qui ont téléconsulté. Et là aussi, c'était la grande inconnue. Qui ça pourrait intéresser de faire de la téléconsultation? Et à ma grande surprise et belle surprise, en fait, il y avait tous les profils
de sexologues. Je vous les mets en vrac comme ça. Soit des sexologues qui avaient déjà une activité de sexologie dans leur cabinet, mais qui voulaient diversifier ou augmenter leur nombre de patients de sexologie. Et la plateforme a été un outil pour développer leur patientèle de sexologie. Il y avait des sexologues qui étaient plus ou moins en pré-retraite ou qui prévoyaient leur retraite et qui se voyaient pas, qui avaient encore très envie de continuer à faire de la sexologie et qui se voyaient pas s'encombrer, s'embêter encore avec un cabinet en ville avec toutes les charges que ça peut représenter, etc. Et qui ont trouvé dans la solution une façon de continuer à exercer leur expertise sans s'encombrer du côté physique d'un cabinet. Des jeunes sexologues qui débutaient, qui ne voulaient pas trop perturber leur activité. Vous savez qu'il y a beaucoup de médecins, par exemple, qui nous ont rejoints, qui avaient déjà une activité de médecine générale, uro, gynéco, autres, qui voyaient difficile le fait de faire de la sexologie dans leur cabinet tout en gardant leur patientèle habituelle et que ça allait désorganiser un peu leur fonctionnement. Et finalement, le fait de faire de la sexologie sur la téléconsultation et leur autre activité, leur autre spécialité en cabinet physique, c'était quelque chose qui les arrangeait. Et il y avait des sexologues à exercice hospitalier et qui n'avaient pas la possibilité dans le domaine des consultations hospitalières, c'est plutôt des vacations, comme vous le savez, qui n'avaient pas la possibilité d'augmenter leur nombre de consultations de sexologie, qui avaient envie de faire plus de sexologie et qui ont continué donc leur activité hospitalière et en faisant de la téléconsultation. Et les profils vraiment des sexologues qui ont téléconsulté, finalement, c'était de toutes sortes de profils, comme ce que nous sommes déjà en ville. Et il faut dire aussi, juste pour terminer là-dessus, il y a eu aussi pendant la période Covid, la plateforme avait permis à et c'est toujours le cas d'ailleurs, permet à des médecins et des sexologues, non médecins aussi, de téléconsulter sur une partie de la plateforme en apportant leurs propres patients, c'est-à-dire de proposer un peu ce qu'a fait André, d'apporter les patients sans aucun engagement, sans frais, sans payer, juste une offre de pouvoir téléconsulter sur la plateforme. Et c'est vrai que pendant la période de confinement, il y a beaucoup de sexologues qui ont pu continuer leur activité avec leur propre patientèle en passant par cette solution-là, donc leurs patients sur la plateforme. Et comme André, beaucoup ont été surpris de voir que mais finalement, il y a beaucoup de leurs patients qui ont souhaité continuer sous cette forme-là, soit pour des raisons pratiques, le fait de prendre rendez-vous sans devoir prendre une demi-journée de leur travail pour pouvoir se déplacer, sans être stressé de est-ce que le médecin va être en retard d'aller récupérer les enfants en rentrant ou les horaires du travail, etc. Donc voilà, finalement, c'est pour terminer sur mes propos, passer la parole à Béatrice, pour moi, c'est quelque chose qui se révèle de plus en plus comme un très bon complément à ce qui se fait déjà. C'est-à-dire, et André l'a évoqué un peu, si on se met à opposer, à mon avis, les consultations de sexologie en ville, en visuel, en présentiel, et les consultations de sexologie en téléconsultation, à mon avis, ça serait une erreur de les opposer parce que c'est un très bon complément puisqu'on se rend compte que finalement, si ce sont les mêmes professionnels qui exercent dans les deux domaines présentiel et téléconsultation, finalement, ce ne sont pas forcément les mêmes patients, puisque c'est des patients qui n'avaient pas accès au présentiel et qui ont maintenant accès aux téléconsultations en virtuel. Et donc, en plus du côté qu'on a évoqué, les avantages et inconvénients de l'une et l'autre des méthodes, plus le fait qu'on s'adresse à des patientèles qui sont globalement différentes, je pense que c'est un sacré complément et c'est quelque chose qui, un peu à la fois, fera que chacun de nous prendra des habitudes et se fera sa propre idée sur ce qui est faisable, non faisable, ce qui est adapté, ce qui n'est pas adapté. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Béatrice. Merci beaucoup, Gilbert. Donc, on reçoit déjà beaucoup de questions au fur et à mesure des interventions du docteur Cormand et du docteur Boujaoudé. Je vous propose qu'on prenne un temps à la fin de ces trois exposés et on va donc continuer avec le docteur Béatrice Cusin. Très bien, merci Aurélie. Alors, bonsoir à tous. Donc, en fait, je vais dire un petit peu des choses qui ressemblent à ce qui vous a déjà été dit. Donc, je vais essayer de vous raconter assez rapidement comment j'ai pu mettre en place le système de téléconsultation en sexologie, tout en sachant que c'est à travers mon expérience d'urologue. Alors, pour faire diapositive, je vais le faire, attends, c'est bon.
Alors d'abord, je voulais rappeler que on parlait déjà depuis très longtemps de la téléconsultation. Donc j'ai trouvé ces diapositives qui sont faites par des Canadiens. Et vous voyez qu'en fait, ça a commencé dans les années 50 avec des conférences et des présentations autour de la chirurgie en circuit fermé. Donc après, les Américains et les Norvégiens ont commencé à y penser pour résoudre leurs problèmes géographiques parce que c'est des grands pays. Et dans les années 80-90, on a même commencé à se servir de la téléconsultation pour soigner les soldats de l'OTAN qui se trouvaient en fait dans le Golfe. Alors, du coup, diapositive suivante. Parce que j'arrive pas à y avoir accès. Donc en fait, à tel point qu'avant 2020, l'HAS avait déjà commencé à rédiger des recommandations avec donc des choses qui étaient donc assez précises, qui semblent logiques, hein, donc traçabilité des échanges, qualité des flux audio et vidéo, fonctionnement du matériel. Alors les procédures de désinfection du matériel, je ne sais pas vraiment à quoi ça servait, disponibilité d'éventuels matériels médicaux, procédures dégradées en cas de problème technique, c'est assez important, état clinique, objectif technique, capacité du patient à bénéficier d'une téléconsultation et possibilité d'un accompagnement d'un proche ou d'un professionnel de santé, et en fait disponibilité des données médicales du patient si nécessaire. Diapositive suivante. Avant 2020, les règles qu'André nous a rappelées et qu'on n'a pas forcément d'ailleurs pu mettre en évidence de manière évidente, c'est qu'il fallait avoir une connaissance du patient, une consultation physique au cours des 12 derniers mois et en fait, une orientation par le médecin traitant. Donc en fait, cette règle de la consultation physique, elle a été très rapidement assouplie par la Caisse nationale d'assurance maladie parce qu'elle s'est rendue compte que dans ce contexte de crise, ce n'était pas possible et à charge pour le médecin de voir s'il fallait un examen clinique ou pas. Diapositive suivante. Donc après le 17 mars, donc en fait là on s'est vraiment rendu compte que c'était la période où il fallait y aller, hein, il n'y avait pas le choix. Donc en fait, il fallait passer aux travaux pratiques. Alors en gros, pour vous expliquer, moi j'ai eu une semaine pour me retourner. Donc en fait, franchement, les plateformes, ils ont été assez efficaces. Donc honnêtement, je partais de pratiquement zéro. Donc j'ai essayé de trouver les choses les plus simples possibles. Alors en fait, les critères qui vous sont énoncés, c'est ceux que j'ai trouvés également chez les Canadiens. Mais pour moi, ça a été une espèce de mantra, puisque en fait, je partais pratiquement de zéro. Donc technique simple, accessible et usage de technologies très répandues. Diapositive suivante. Alors en gros, j'avais plusieurs espaces à organiser, puisque je suis urologue au CHU de Lyon et j'ai une activité exclusivement de consultation d'urologie et sexologie dans mon cabinet médical. Donc en fait, d'abord, il fallait prendre la décision sur ce qu'on pouvait faire parce qu'il n'y avait pas de directive vraiment très claire. Donc en fait, pour essayer de garder quand même l'accès aux soins en urgence, j'ai décidé de garder 1 à 2 demi-journées d'urgence pour les urgences d'urologie et j'ai basculé tout le reste en téléconsultation. J'avais donc pour tout matériel le logiciel Agenda, un dossier patient FileMaker Pro, qui est mon dossier patient. Donc en fait, j'ai basculé sur un logiciel de consultation couplé à l'agenda, comme il en existe beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que du côté du patient, il doit, pour s'inscrire à la consultation, vérifier son matériel, qui peut être un smartphone ou un ordinateur. Et en fait, il met un moyen de paiement qui est la carte bleue. Il met simplement une empreinte de carte bleue. Alors, du côté patient, donc en fait, on a affaire à un dossier qui est sécurisé, c'est-à-dire que tous les échanges de documents sont sécurisés. Donc, on a des documents en partage donc avec le patient. On envoie sa feuille de soins informatisée, des documents scannés. Moi, j'utilise des documents manuscrits. Et en fait, on peut mettre en option la carte Sésame Vitale. Et également, on pourrait, quand on a des dossiers médicaux informatisés, partager des PDF générés. Donc, autre point positif, la connexion par le patient permet de démarrer la consultation et on peut prévenir d'un retard.
en une semaine. Donc, du coup, ça a été relativement opérationnel et j'ai pu faire mes téléconsultations. Diapositive suivante. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il en résulte? Alors, donc les profils patients de téléconsultation sexologie, alors ce n'était pas que de la sexologie. J'ai très vite eu également des infections urogénitales. En sexologie, j'ai eu de la dysfonction rectile, donc des éjaculations précoces, des maladies de la pérodie. J'ai eu beaucoup de patients que je suis pour des douleurs chroniques qui ont fait des rechutes, parce que bien sûr, c'est souvent des troubles qui sont liés à des problèmes ostéo-articulaires et de rester assis toute la journée. J'en ai vu plein qui ont chuté très vite. Alors, j'ai eu aussi beaucoup de demandes de vasectomie. Alors, ce n'est pas vraiment de la sexologie, mais ça, quand même, ça mérite le fait d'être souligné. Et alors, les patients qui consultaient en urgence, je leur laissais libre accès, donc c'était des consultations présentielles. Donc, j'ai eu un peu tout. J'ai eu des cancers du testicule, des crises de colique néphrétique, des infections urogénitales, mais aussi j'ai eu en urgence présentielle des dysfonctions sexuelles hommes et femmes. Donc, je n'ai pas eu de problème technique. Il faut simplement s'assurer que vous avez un débit suffisant. Depuis mon domicile, ce n'était pas possible. Donc, j'ai des patients qui m'ont retrouvé, qui avaient déménagé. Donc, le manque d'examen clinique, c'est quelque chose qu'on a déjà souligné. J'ai eu quelques dysfonctions rectiles du confinement. Donc, le système est adapté. Il se base sur le volontariat des patients. Donc, il n'y a pas trop de problèmes techniques. Et en fait, honnêtement, cette poursuite de l'activité sexo, elle a été tout à fait favorable avec un équipement à minima, donc webcam, abonnement de téléconsultation et scanner. Diapositive suivante. Alors en fait, très rapidement, on a des codes qu'on a pu utiliser dès le départ. Donc ce qui avait été prévu, c'est le tarif TC, MCS, MPC, ce qui correspond à 28 € avec un retour au médecin traitant. Et très vite, on nous a donné l'autorisation d'utiliser les codes APC. Et les codes APC permettent aux patients d'être beaucoup plus remboursés. Donc en fait, c'est réservé aux médecins spécialistes. Diapositive suivante. Alors, pour l'hôpital, ça a été un petit peu différent. Donc, ma situation antérieure, c'était d'avoir des dossiers médicaux complètement informatisés, des patients chroniques souvent âgés pour la dysfonction rectile. Donc, la réponse institutionnelle dès que le confinement est tombé, c'était plus de consultations présentielles. Tout le monde a la téléconsultation. On nous a mis un accès de bureau informatique à distance. Donc, en fait, on avait une plateforme développée en Rhône-Alpes qui pouvait fonctionner en théorie avec le dossier informatisé. Et donc, on avait les facturations dégradées et on pouvait faire des consultations visio au téléphone. En fait, on n'a fait que des consultations téléphoniques parce que c'est d'une part adapté pour le suivi des patients chroniques âgés. Moi, c'est que des patients que je connaissais. Mon planning était complètement plein. Le dossier médical informatisé permet le renouvellement des ordonnances et on a fait des processus complètement dégradés parce qu'en fait, on n'avait pas du tout de process qui ont été mis en place pour que les secrétaires puissent envoyer de manière dématérialisée. Et en fait, les patients ne nous avaient pas donné suffisamment d'informations. Donc, en fait, j'ai vu peu de nouveaux patients. Il n'y avait pas de possibilité de faire des visios, car en fait, le problème de matériel existait des deux côtés. C'est-à-dire que nous n'avons pas été équipés tout de suite à l'hôpital de visioconférence, de matériel de visioconférence. Et les patients, quand on leur disait que leur consultation était annulée et qu'il fallait qu'ils aient une téléconsultation, les pauvres, ils ne savaient pas trop comment faire. Donc, au téléphone, on était tout contents de s'entendre. Moi, j'étais contente parce que mes patients reconnaissaient ma voix et puis je pouvais leur demander des nouvelles et leur demander des nouvelles de leur famille. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, du coup, on a pu avoir un objectif de continuité des soins qui a été atteint. Et le système, par contre, requiert plus de moyens humains puisqu'il fallait faire appel à des secrétaires, à des envois de courrier. Donc, c'était quand même une structure assez lourde. Diapositive suivante. Alors, donc le dernier outil que j'ai utilisé, donc c'est le même que Gilbert et André. Donc, c'est la sexologie sur une plateforme de téléconsultation dédiée. Donc, en fait, personnellement, j'avais commencé à m'intéresser à ça fin 2019, mais j'avais un peu laissé traîner et je me suis dit, tiens, pendant le confinement, on va commencer.
Alors du coup, c'était une patientèle de novo, exactement comme André, avec uniquement des dysfonctions sexuelles masculines, des consultations de 15 minutes. Mais en fait, ça a été très, très vite très bien, parce qu'en fait, on a un outil qui est complètement automatisé. Et donc, les patients ont des possibilités de consulter par SMS, téléphone ou visio. Et moi, j'avais personnellement choisi uniquement le téléphone ou la visio. Donc, il n'y avait absolument aucun problème technique. La connexion est très bonne. J'ai pu travailler depuis chez moi. Donc, la plupart des patients préféraient le téléphone. Donc, j'étais très surprise de voir des patients de tous les âges, comme vous a dit Gilbert, de tous les milieux socio-professionnels. Et donc, on a également des patients de plusieurs pays. Donc, je ne vous les citerai pas tous, mais je peux vous dire qu'il y a un large panel. Donc, ce seront des premières consultations, la plupart du temps, exactement comme Gilbert vous avait dit. Ils ne savaient pas trop comment en fait, faire leur consultation. Ils apprécient de pouvoir se connecter selon leur choix. Je fais souvent des consultations le soir. Donc, en fait, on fait des comptes rendus de consultations structurés. Donc, en fait, c'est aidé par des consultations, par des questionnaires patients. Donc, on gagne beaucoup de temps. Donc, le suivi est sérieux, il y a de la ponctualité, les patients sont contents d'être écoutés. Donc, l'outil est efficace. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'innovant. En plus, il y a un programme qui a été mis au point sur l'éjaculation précoce. Donc, on a des échanges également entre les collègues sur les cas cliniques. Donc, en fait, on fait un bon réseau. Et donc, c'est une plateforme qui est innovante, conviviale, qui met la sexologie à portée de tous. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, la téléconsultation en sexologie, je pense qu'elle est vraiment à la portée de tous. Donc, en fait, en tant que praticien, vous avez vraiment le choix entre plusieurs types d'équipements. C'est optimisé, c'est validé. Pour les patients, il y a une accessibilité géographique. Et du coup, c'est ce que disait Pierre, un des rôles quand même de l'AIUS et de la sexologie, c'est de couvrir tout le territoire. Donc, avec la téléconsultation, on peut permettre aux gens d'avoir plus facilement accès à nous. Donc, il y a également donc quelque chose qui est intéressant d'un point de vue financier, d'un point de vue technique. Donc, ça fait réfléchir aux pratiques professionnelles, ça fait revoir les outils de communication, l'optimisation des messages. Donc, bien sûr, il faut prévoir des alternances de téléconsultation et de présentiel. Donc, ça améliore l'accès aux sexologues, les patients qui n'osaient pas consulter. Donc, amélioration de la santé globale une nouvelle fois. Et donc, ça permet aussi aux sexologues d'exercer la sexologie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de sexologues qui ont fait un diplôme et qui, en fait, ne peuvent pas exercer la sexologie. Et donc, ça améliore la formation post-universitaire. Et donc, dernière diapositive. Donc, je vous remercie. Nous vous remercions tous les trois et nous attendons vos questions. Merci beaucoup à vous trois. Alors, on a eu un nombre important de questions. Je propose à Cécile d'essayer de nous faire un retour justement sur ces questions. Oui, un nombre important de questions, puis de réactions aussi. Alors peut-être qu'on pourrait faire réapparaître l'ensemble des conférenciers, puisque d'une certaine manière, certaines des questions sont à destination de l'ensemble du CA. Déjà des réactions pour nos conférenciers, ça fait toujours plaisir, puisqu'il y avait plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes, beaucoup de réactions très enthousiastes et beaucoup de remerciements. Donc, merci à vous. Je relais aux conférenciers qui ont fait une très belle présentation ce soir. Pour du coup Gilbert, André et Béatrice, on a beaucoup de questions qui ont été posées autour des plateformes en elles-mêmes. Hein. Donc j'ai répondu qu'effectivement le choix du CA avait été de ne pas faire de pub pour des plateformes en particulier, mais il y a des questions un tout petit peu précises. Est-ce que ce sont des plateformes grand public ou est-ce que ce sont des plateformes spécialisées et est-ce que certains d'entre vous ont fait l'expérience de la téléconsultation gratuite sur le site de l'ARS? Et si c'est le cas, est-ce que vous en avez des retours? Alors, le site de l'ARS, en fait, c'est celui qui ne marchait pas. Je suis désolée, ce n'est pas qu'il ne marche pas, mais en fait, il est très bien. On a eu une très bonne formation. Mais en fait, le problème, c'est que les gens doivent s'inscrire et valider leur matériel. Et en fait, on n'a pas pris le problème vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il marche très bien, par exemple, dans les unités qui suivent les patients HIV, parce que c'est des patients plus jeunes et qui ont plus l'habitude. Donc, tous les services de maladies chroniques qui utilisent des patients jeunes, en fait, les utilisent.
Mais nous, en urologie, on n'a pas réussi à optimiser, et moi en sexo non plus. Et pour répondre à l'autre partie de la question sur est-ce que ça s'adresse de façon spécifique à des patientèles ou non, la plateforme, elle est ouverte à tout le monde peut consulter, c'est grand public. Et parfois, il y a des patients qui hésitent ou qui savent pas trop si ça relève de leur situation ou non. Faut savoir qu'il y a même un service de hotline qui a été mis en place, que les patients peuvent contacter anonymement et poser des questions, se renseigner. Donc non, c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de restriction particulière. Une question pour vous, Gilbert, d'une participante qui se demandait si vous aviez le pourcentage de psychiatres téléconsultants. Je peux parler pour notre plateforme. Il y a, est-ce qu'il y a des psychiatres avec nous? Il me semble que non. Il me semble qu'il n'y a pas de psychiatres téléconsultants. Il y a des médecins généralistes, des gynécos, uro, il y a angio et non, il n'y a pas de psychiatre. Mais ça serait une excellente chose qu'il y en ait. Bon, appel à candidature. Voilà. André Cormand, pour toi, il y avait une question, si tu as parlé d'un questionnaire à un moment, et donc une des participantes se demandait s'il était possible de te demander l'accès à ce questionnaire. Alors, effectivement, j'ai parlé du questionnaire. C'est une manière de travailler, par exemple, qui existe dans la plateforme, c'est-à-dire que les gens remplissent un questionnaire avant, sur leurs troubles, avant la consultation, ce qui fait qu'on peut consulter. C'est une pré-analyse qui fait gagner du temps, puisque, comme je vous l'ai dit, on est dans des formats de consultation de 15 minutes. C'est bien d'avoir déjà un peu une idée pour positionner son anamnèse rapidement. Et justement, une réaction d'une participante qui demandait ou qui invitait peut-être l'AIUS, qui demandait s'il y avait une commission de travail pour l'anamnèse en sexologie. Alors, en tout cas, c'est une idée peut-être à conserver. Des réactions autour de la Covid, donc des personnes qui sont plutôt optimistes et qui disent que finalement, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a aussi beaucoup de créativité et qui vous félicitent pour votre créativité. Voilà. Si vous me permettez un complément, parce que on a cité que des spécialités médicales. Il faut savoir que ça a commencé quand on met en place ce type de plateforme. Faut se rendre compte que c'était quelque chose qui était très nouveau. Je rappelle que c'est unique en Europe. Et donc, on part tout doucement et on développe et on s'adapte. Et donc, on n'a parlé que de spécialités médicales. Il faut savoir que les sexologues qui sont issus de spécialités autres que médecins vont aussi pouvoir s'y mettre là dès le début de l'année. Et on a déjà plusieurs sexologues qui vont commencer, qui sont psychologues, sages-femmes, infirmières, thérapeutes de couple, thérapeutes de famille, etc. Donc c'est quelque chose qui a commencé de façon très progressive, et il faut se rendre compte qu'à chaque fois on est obligé de travailler, de s'adapter, de développer des outils adaptés, et ce n'est pas si simple que ça à faire. Mais là maintenant, c'est quelque chose que j'ai vu passer des questions qui demandent est-ce que c'est que des médecins? Non, c'est pas réservé qu'aux médecins, et c'est quelque chose qui peut maintenant être adapté au plus grand nombre. Mais il a fallu commencer avec des dysfonctions sexuelles précises, ne serait-ce que pour voir un peu comment ça se passe et pouvoir mettre en place une façon de travailler qui est nouvelle. Comme tout ce qui est nouveau, on tâtonne un peu au début, et là maintenant on a une façon de faire qui est devenue particulièrement adaptée et qui peut être adaptée à tout type d'exercice de sexologie, que ce soit des médecins, que ce soit des sages-femmes, psychologues, thérapeutes de couple, thérapeutes de famille, etc. Donc voilà, il n'y a pas de restriction. C'était juste le temps de mettre en place cet outil qui était complètement innovant. Alors, je voudrais même rajouter que dans mon cabinet, pendant tout le confinement, les 2 psychologues, ils ont fait de la téléconsultation sans arrêt, quoi. Et les psychiatres, ils ont cette habitude aussi depuis longtemps. Je pense que ça a dû être les premiers qui ont mis en place les téléconsultations. Du coup, des témoignages qui arrivent en direct de sages-femmes, d'infirmières qui disent qu'elles aussi, elles en ont bénéficié, elles ont pratiqué et qu'elles ont trouvé ça, ou ils ont trouvé ça particulièrement intéressant. Pardon, André. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond,
c'est une période qui va, c'est intéressant pour nous tous à réfléchir. C'est-à-dire que c'est une période où il y a beaucoup de négatifs, on le sait, mais de notre côté, c'est une période qui permet de développer d'autres outils. Et dans ce que disait Pierre Bondil en ouvrant ce webinaire et que je partage, c'est-à-dire qu'il nous faut être très créatif et développer une grande visibilité de la sexologie. Ça, l'AIUS on est tous au CA d'accord pour œuvrer dans ce sens. Et la téléconsultation, effectivement, va nous amener à développer, effectivement, à réfléchir à des formes différentes. Je parlais tout à l'heure dans mon topo, quand j'ai dit remodéliser les sexothérapies. C'est ça qui est fantastique, c'est au fond qu'à un moment donné, cette capacité qu'a l'être humain à adapter, à créer, etc., c'est souvent dans les périodes de crise qu'il développe ce genre d'innovation. Voilà. Et c'est dans ce sens que ça nous intéresse à l'AIUS de réfléchir à ça, comme de réfléchir à tous ces vecteurs nouveaux qui apparaîtront dans les relations entre les gens. Une dernière question pour votre partie, puisqu'elle a été posée par plusieurs conférenciers, c'est les 15 minutes. Il y a eu des réactions de surprise. Est-ce que ça correspond à tous les types de professionnels? Est-ce qu'on est arc-bouté sur les 15 minutes? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça enlève? Comment ça se passe? Cette histoire de 15 minutes, c'était simplement pour pouvoir proposer des consultations abordables pour tout le monde. Hein. Je rappelle que les 15 minutes, c'est proposé pour 35 € pour les patients. Donc, c'est pour leur permettre ça. Mais pour pouvoir réussir à faire des consultations de 15 minutes, les questionnaires de pré-consultation qui sont remplis par les patients nous font gagner pratiquement un quart d'heure de consultation. Et il y a des documents remis aux patients en post-consultation qui font gagner aussi beaucoup de temps. Par exemple, pour chaque médicament prescrit, il y a une fiche d'utilisation pratique, il y a des conseils psychologiques qui peuvent être remis. Et donc, la consultation peut être centrée sur les éléments où on sait que ça ne peut pas être écrit. En revanche, il y a d'autres, donc je parlais que là maintenant, ça s'ouvre à autres types de téléconsultation, de dysfonction sexuelle. Et pour des dysfonctions sexuelles de type trouble de libido féminin, de type thérapie de couple, etc., ça sera plutôt un modèle de 30 minutes que de 15 minutes. Mais c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile à réfléchir parce qu'on sait très bien que faire de la sexologie, entre guillemets, de qualité en quelques minutes, c'est très difficile. Et donc, il a fallu créer un système qui fait qu'on a énormément d'informations avant la consultation et qu'on peut donner énormément d'informations aux patients après la consultation pour pouvoir se consacrer à l'essentiel de l'entretien avec le patient. Merci infiniment. On me dit aussi que le temps coule. Donc, je voudrais simplement poser les questions aussi à André Letzel sur l'annuaire. Il y a eu plusieurs questions. Une question qui est fondamentale, qui est celle de la protection des données, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données sur les personnes? Est-ce qu'on les vend à des sites commerçants? Voilà. Donc, le site Trouve un sexologue donc, est hébergé par AssoConnect, qui est une société française, et les données sont entièrement protégées et on respecte la protection des données de la loi européenne. RGPD. Super. Est-ce que si on a une difficulté, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions à titre personnel, est-ce que, comme sur la plateforme de Gilbert, il y a des hotlines ou est-ce qu'on vient te contacter directement ou auprès du secrétariat? Alors, il y a déjà quelques personnes qui m'ont contacté les derniers jours. Donc, si je suis disponible, je vais bien prendre en charge les appels. Donc, vous pouvez en amont, peut-être, si vous voulez passer mon numéro, si je peux aider, je veux bien, à condition que je sois disponible. Mais on peut me laisser un message, je rappelle toujours. Et pour notre secrétaire général plutôt, même si ça a un rapport avec l'annuaire, il y a une question autour de devenir titulaire. Comment on fait? Et est-ce qu'un psychomotricien, sexologue, peut devenir titulaire et être inscrit sur l'annuaire? Alors, tous les professionnels peuvent faire une demande de titularisation auprès de notre secrétariat en nous envoyant CV, lettres de motivation, vos formations en sexologie et en santé sexuelle. Et pour devenir titulaire, vous avez aussi le besoin de 2 lettres de parrainage de membres titulaires de l'AIUS. Si vous ne correspondez pas à tous les critères
qui sont indiqués sur le site de l'AIUS que vous pouvez retrouver dans les statuts ou dans le devenir membre, faites tout de même votre demande parce que l'AIUS traite tous les dossiers de manière individuelle et que donc à chaque fois, il y a des exceptions qui parfois confirment la règle et qui donc pourront tout à fait être traitées par notre conseil d'administration. AIUS, qui a donc été créé en 1983, nous précise une certaine Mireille B dans les commentaires. On a une question, c'est sans doute la dernière, mais plutôt peut-être à destination de Pierre et Rosa, qui fait bien de nous rejoindre. C'était une question autour de l'ANFH. On nous a demandé ce que c'était, à quoi ça servait, et du coup, pour avoir des précisions autour de ce projet-là de l'AIUS. Ah, Rosa, on n'a pas le son. Je n'ai pas compris la question, Cécile. Qu'est-ce que c'est que l'ANFH? L'Association nationale des formations hospitalières. Donc, c'est ceux qui s'occupent, qui sont en charge de tout ce qui est la formation continue de tous les personnels hospitaliers de France. Et puisque j'ai la parole, je laisserai après Rosa parler. Vraiment, je remercie beaucoup tout ce premier webinaire. André, il faudra mettre sur le site, parce qu'on a un très bon mode d'emploi de comment utiliser et s'inscrire. Donc, il faudra le mettre sur notre site. Tu as fait ça parfaitement. Et nos trois panélistes ont montré vraiment tout l'intérêt de la téléconsultation. Je crois, quand je vous ai écouté, que vraiment là, on est vraiment pas une révolution, mais vraiment une avancée qui est très importante. Parce que c'est comme tu l'as dit, je crois que c'est André qui l'a dit, c'est pas du tout antagoniste avec la consultation présentielle, mais c'est complémentaire. Donc je crois que c'est deux choses. Deuxièmement, il faut bien voir aussi dans le monde de la sexologie, de la santé sexuelle et ses troubles, on a de gros problèmes d'inégalité de soins. Or là, comme vous l'avez dit tous les trois, ça permet d'avoir un meilleur accès à une réponse soignante et je trouve qu'on est vraiment dans un objectif de démocratisation sanitaire réelle, vraiment, puisqu'il y a le problème d'avoir une population auquel on n'a pas accès. Deuxièmement, un coût qui est tout de même modéré. Troisièmement, je crois que c'est Gilbert qui le disait, on sait qu'il y a des endroits en France où il y a des déserts sexologiques, entre guillemets, et ça permet de répondre à ça. Et troisièmement, et ça c'est Gilbert qui l'a dit, et j'avoue que ça m'a interpellé parce que je n'y avais pas pensé, ça permet à nombre de patients, des jeunes en particulier, ou des personnes ou des femmes, enfin des hommes et des femmes qui ont des problèmes de dysfonction sexuelle, de ne pas trop attendre pour consulter et de consulter précocement. Or, on sait bien que plus on attend pour consulter et plus la dysfonction devient sévère et difficile à traiter. Donc vraiment, on est en train de voir tous les avantages qu'il y a et j'engage en tant que président de l'AIUS, je dis qu'on va faire un comité de téléconsultation et réfléchir à comment on peut faire au niveau national, que ce soit des plateformes privées, que ce soit des plateformes publiques, comment on peut faire pour améliorer l'offre de soins. Et là, je pense que vous avez été des pionniers qui nous ont donné des pistes extrêmement intéressantes. Voilà. Et je passe la parole à Rosa. Bonsoir à tous. Moi, je ne vais pas revenir sur tes propos, Pierre, qui sont pertinents. Tout simplement rappeler que l'AIUS a toute sa place, vous le savez, en tant que société savante, pour effectivement mettre en place des formations. Et c'est vrai que je compte énormément sur vous, les membres, pour y participer, pour nous proposer des thématiques, voire même pour pouvoir participer. Pour cela, il faut être effectivement membre titulaire, mais pour pouvoir participer aussi à des formations. Je crois qu'il est très important maintenant que nous puissions rayonner à travers tout le territoire et nous avons besoin de vous tous pour y arriver. Donc, merci de pouvoir nous faire des retours et de nous faire des propositions. Ça serait très important. Ça, c'est très important que nous soyons tout le temps dans l'interactivité entre nous tous, les sexologues. Merci pour tout. Merci à tous. On arrive, on a un peu grappillé le temps d'ailleurs, on arrive à la fin de notre webinaire. Je vais essayer de faire en sorte d'accueillir l'ensemble du CA, ou en tout cas les personnes qui sont là. Pierre, je vous laisse le mot de la fin. Je tiens à remercier Joël Mignot qui précisait aussi sur le chat qu'effectivement les psychomotriciens sont des professionnels qui peuvent avoir un DU de sexologie ou de santé sexuelle. Donc, bien entendu, ça répond aux critères de titularisation dont on parlait tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à nous faire passer vos dossiers.
Pierre, vous m'entendez? Je vais conclure. D'abord, je remercie tout le monde d'ailleurs hein, pour votre participation. C'était vraiment très intéressant. Ça a donné des pistes pour le CA. Là, j'en ai quelques-unes en tête. Et puis, je remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont rejoints et qui ont participé, puisque manifestement, il y a eu dans les chats pas mal d'échanges. Donc, longue vie à l'AIUS. Et vous voyez que c'est le premier webinaire, mais on va continuer. Et je suis très content en tant que président du succès de ce premier webinaire. Et je remercie tous les membres du CA pour leur implication. Et merci aussi à Gilbert. Je pense qu'on va coopérer aussi, continuer à coopérer ensemble. Voilà, merci à Arnaud et André aussi, parce que les petites mains, il y a Cécile. Je peux vous dire qu'ils ont fait un boulot énorme au niveau de tout ce qui est l'outil Internet. Et puis, il y a Aurélie, Carole, tout le monde, Marie-Laure, qui sont en train de beaucoup s'investir au niveau de l'AIUS, du CA. Je tire un peu sur la ficelle, mais enfin, pour l'instant, ils tiennent, ils suivent. C'est parfait. Donc, merci à tous, bonne soirée et à bientôt pour le prochain webinaire. Merci. Au revoir.